aujourd'hui, la question de Nathalie est la suivante. Puis-je utiliser le Value Stream Mapping dans un contexte projet agile? J'ai vu utiliser cet outil par un coach agile et j'ai par la suite essuyé des critiques défavorables lors d'un autre projet. Merci pour votre avis. Donc, je vais comme d'habitude vous expliquer ça avec un plan. Donc, tout d'abord, vous expliquer ce que c'est un Value Stream Mapping. Ensuite, je vais vous aiguiller un petit peu sur l'utilisation du VSM. Donc, VSM, c'est l'acronyme de Value Stream Mapping. Donc, l'utilisation du VSM en contexte agile. Je vais vous dire également quelles sont les étapes pour construire un VSM en contexte agile, toujours. Et puis, à la fin, on va conclure sur les avantages et inconvénients du VSM agile. Alors, premièrement, un Value Stream Mapping, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est littéralement traduit par cartographie des flux de valeurs. C'est donc en fait une technique de modélisation des processus qui permet une représentation complète du flux d'activité permettant la livraison d'un produit ou d'un service à un client. Donc, le client dans le sens large, hein, interne ou externe à l'organisation. L'objectif d'un VSM, c'est l'identification des points d'amélioration d'un processus end-to-end. Donc, c'est utilisé vraiment dans le re-engineering, la redéfinition donc des processus métiers. Ça n'est pas utilisé ou pas applicable, et je vous expliquerai en dernière partie, dans le cas d'un processus, d'une volonté d'amélioration des processus. Là, on est vraiment dans je casse et je reconstruis quelque chose de mieux. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est donc un flux de valeur value stream hein, en anglais, qui représente le flux de ressources matérielles et d'informations qui sont nécessaires pour conduire un produit ou un service, donc depuis ses matières premières jusqu'à ses clients. Imaginez une recette de cuisine, voilà, vous avez des œufs, de la farine, du sucre, tout ce que vous voulez. À la fin, vous avez un gâteau. Donc un value stream mapping, ça va vous détailler toutes ces étapes qui vont vous permettre d'avoir votre gâteau, donc la valeur ajoutée à un client. Mais ça va être un peu différent des processus d'activité, des diagrammes d'activité ou diagrammes de processus. Parce que dedans, on va vraiment identifier les goulots d'étranglement et tout ce qui est gaspillage. Donc, j'expliquerai ça un petit peu plus tard. On a en fait deux types de VSM. On a le VSM qui va décrire l'état actuel. Lui, il va représenter la chaîne de valeur telle qu'elle est appliquée actuellement, hein, à l'instant T, au sein de l'organisation. Et donc ce VSM de l'état actuel, il est généralement utilisé comme point de départ pour l'analyse d'un processus existant afin d'identifier les possibilités d'amélioration. Le VSM de l'état futur, c'est le deuxième type de VSM. Lui, il est dérivé tout simplement de l'état actuel, mais il va montrer, comme son nom l'indique, à quoi ressemblera la chaîne de valeur future, c'est-à-dire après la mise en œuvre des améliorations. Ça veut dire qu'au milieu, on aura identifié quelles sont les améliorations à mettre en place, comme on dit. Alors, je me suis dit au début, je vais vous expliquer ce que c'est le contexte agile, mais à chaque fois, je me répète. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la notion d'agilité dans un projet de système d'information, je vous invite à aller regarder sur mon blog ou même ailleurs, hein, sur Internet, il y a plein de ressources qui expliquent ce que c'est que l'agilité. Scrum, Safe, il y a plein d'approches qui existent. Donc, je ne vais pas en parler là. C'est vraiment une approche de gestion de projet qui est opposée, on va dire, à l'approche traditionnelle de cycle en V ou en cascade. Donc ça, je passe dessus et je vais aller directement sur l'utilisation du VSM en contexte agile. Donc là, vous avez compris, je l'espère, ce que c'était un VSM, un Value Stream Mapping, et on va se focaliser sur son utilisation dans les projets agiles. Alors, il faut savoir que dans un environnement agile, en fait, on ne cherche pas à élaborer et à présenter un diagramme dans une forme parfaite. Par exemple, en utilisant, je sais pas, enfin, vous pouvez le faire aussi, mais on ne cherche pas à avoir la forme parfaite qu'on veut avoir dans des spécifications fonctionnelles détaillées, par exemple, ou des analyses. Tout ce qu'on fait dans les projets gérés de manière traditionnelle, où il faut une documentation très étayée, très claire, très épaisse souvent, eh bien, il n'y a pas cette documentation-là dans le contexte agile. Donc le VSM, ça ne va pas être, on va dire, la même forme que ce qu'on peut rencontrer dans les projets de gestion de projet traditionnel, mais le contenu va être la même chose, hein, et rien n'empêche a posteriori de faire un VSM propre. Mais on va dire, dans les étapes qui vont conduire à l'élaborer, ça va être quelque chose de beaucoup plus simple. En général, c'est dessiné sur un tableau blanc, donc c'est une réunion avec un workshop avec vos contributeurs, et vous allez le faire à main levée au tableau blanc.
Voilà, donc en collaboration avec tous les gens que vous aurez invités, je vous expliquerai cela après. Le VSM en agilité, il peut être utilisé pour deux choses principalement. Tout d'abord, il aide à réorganiser les processus métiers afin d'optimiser l'utilisation du système d'information ou du logiciel cible. Donc n'oubliez pas qu'en agilité, on est focalisé sur l'apport de valeur à l'utilisateur. On n'est pas focalisé sur le logiciel, les fonctionnalités qu'il doit avoir, mais on est focalisé sur le logiciel à la fin, il doit répondre à un besoin opérationnel. Donc, quelles que soient entre guillemets ces fonctionnalités, il faut qu'il réponde à un besoin. Donc, on est souple sur les fonctionnalités qu'on va mettre dedans, sur les exigences de la solution. On peut revenir en arrière, on peut en enlever, on peut en rajouter en cours de projet. Parce que le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Donc, le VSM, il va aider à réorganiser les processus métiers afin d'optimiser l'utilisation du logiciel cible. Voilà, il va avec cette agilité qu'on recherche. Deuxième utilisation du VSM en agilité, il permet de réfléchir et de réorganiser les processus de développement logiciel lui-même afin de réduire le time to market. Alors time to market, c'est un terme qu'on voit souvent en agilité ou en marketing d'ailleurs. C'est le laps de temps nécessaire entre le début de la réflexion autour du produit ou du service et sa mise effective sur le marché. Donc dans le premier cas, où on va réorganiser les processus métiers pour les adapter à la recherche de valeur que poursuit également le logiciel, ce sera vraiment le domaine de la business analyse. Dans la deuxième partie, lorsqu'on va réfléchir à réorganiser le processus de développement du logiciel lui-même, on est plutôt dans la notion de gestion de projet, même s'il n'y a pas de chef de projet en tant que tel en agilité. Eh bien, le VSM il peut servir à réévaluer un petit peu le déroulement du projet en lui-même et des différentes étapes et des sprints, etc. Donc ça, c'est la partie gestion de projet et nous, on va se focaliser donc sur la réorganisation des processus métiers. Comment faire un VSM maintenant en contexte agile? Donc ça, c'est ma troisième partie. Alors, c'est en fin de compte comme, je dirais, tout ce qu'on peut produire en analyse métier, il y a une phase de préparation. Donc, la préparation elle est très importante, il ne faut surtout pas la zapper. Quand on veut faire un VSM, on ne va pas le faire tout seul en tant que business analyst. Et d'ailleurs, en agilité, on ne fait pas grand-chose tout seul. Donc, première étape, réunir une équipe pluridisciplinaire qui est composée de contributeurs métiers et techniques. Et le business analyst, il va jouer le rôle donc de facilitateur. Deuxième chose dans la préparation, vous allez désigner un propriétaire du value stream mapping. En général, c'est quelqu'un qui a une compréhension end-to-end, donc de bout en bout du processus. Pourquoi? Parce que ce propriétaire du VSM, c'est lui qui va permettre de décider quand il y aura des points un petit peu conflictuels ou litigieux. C'est lui qui va valider aussi, et notamment qui va valider les points d'amélioration et le VSM de l'état futur. Troisième chose à faire dans cette étape de préparation, c'est la sélection d'un produit, d'une famille de produits ou d'un service. Et ça permet en fait de définir le périmètre du VSM. Il faut vraiment savoir sur quoi on va travailler. Et enfin, quatrième tâche de cette étape de préparation, c'est l'identification de la valeur attendue par le client final afin d'être capable de remonter le processus jusqu'à sa source de production de valeur. C'est un petit peu peut-être un peu abstrait pour certains d'entre vous, mais c'est tout simplement de se dire, encore une fois, je suis en agilité, je veux que mon gâteau, il soit, j'en sais rien, mettons, on est dans un restaurant 2 étoiles, et vous voulez mettre ce gâteau particulier sur votre carte, ça va appeler la curiosité, peut-être faire venir certains clients dans votre établissement, et donc la valeur attendue pour vous, c'est peut-être simplement d'avoir d'autres clients qui ne sont jamais venus. Franchement, j'invente parce qu'en ce moment, on est en région PACA, ex-Marseille, on vient d'avoir la sanction du confinement. On n'est pas complètement confiné, mais on nous a dit on ferme les restaurants, on ferme les bars, les machins. Donc voilà, c'est un peu chaud bouillant. Donc je pensais au restaurant à cause de ça. Excusez-moi, c'est pas très joyeux, mais c'est l'humeur du moment. Voilà, donc identifier la valeur attendue par le client final pour être capable de l'avoir en ligne de mire et de remonter jusqu'à la source de production de valeur. Qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à cette valeur attendue? Deuxième étape pour construire un VSM, eh bien, c'est d'abord de commencer par le VSM, Value Stream Mapping, qui montre l'état actuel. Alors, comment faire pour identifier tout ce processus? Il y a tout d'abord ce qu'on appelle on va dire, job shadowing, observation du poste de travail. Donc, en tant que business analyst, vous pouvez par exemple aller directement voir des interlocuteurs métiers et voir comment ils travaillent. Vous mettez à côté d'eux et par rapport à, je dis n'importe quoi, ils doivent par exemple, je sais pas quoi faire, mettons un logiciel comptable.
et c'est un comptable et il doit saisir des factures fournisseurs. Donc vous allez vous mettre à côté du comptable et vous allez voir comment il fait. Bah, première chose, il va récupérer des factures papier qu'il a reçues dans sa bannette. Ensuite, il va prendre la facture et il va regarder le nom je sais pas moi, du fournisseur. Il va regarder un certain nombre d'informations. Il va peut-être aller chercher d'autres informations qui lui manquent si c'est un nouveau client. Ensuite, il va se connecter à son logiciel, il va commencer à saisir des informations, mais pour saisir certaines informations, par exemple, c'est un nouveau client, il doit créer une fiche client au préalable. Donc, pour créer la fiche client, il a besoin peut-être d'un cabis, d'informations qu'il va demander au client, au nouveau client, au nouveau fournisseur. Donc, c'est des informations qui vont venir alimenter son flux. Et à la fin, il aura fait toutes ces étapes. Il aura passé un certain temps sur chacune de ces étapes et ça lui aura permis d'avoir une facture saisie dans le logiciel. Donc vous, en tant que business analyst, vous pouvez tout simplement vous mettre à côté du contributeur, l'interlocuteur métier, et observer comment il fait pour chacune de ces étapes, le temps qui passe. Et puis vous allez en profiter pour identifier peut-être les étapes qui sont inutiles ou qui prennent trop de temps, etc. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas faire ça, c'est faire une simulation de la chaîne de processus. Donc là, ça peut être en atelier de travail, toujours avec votre équipe que vous aurez pluridisciplinaire, que vous aurez réunie. Vous pouvez, donc pour suivre en fait l'activité, le flux de A à Z, vous allez interagir avec vos contributeurs et au tableau blanc, faire la simulation du processus. Donc ça, c'est une deuxième étape, c'est dessiner au tableau les activités du VSM. Ensuite, une fois que vous avez ces flux d'activités, vous allez vous attacher à identifier les informations, les inputs en fait, et les outputs. Donc, je suis désolée s'il y a des personnes qui sont du Canada, des Québécois qui parlent plus français que nous les Français, mais moi je dis input et output, donc c'est données entrantes et données sortantes. Donc vous allez vraiment vous attacher à les identifier. Ça peut être les données entrantes ou sortantes, des résultats d'autres processus pour les données entrantes, mais ça peut être des documents, donc je parlais de factures, je parlais de cabis, ça peut être des actions réalisées par d'autres gens, ça peut être des données numériques, ça peut être un déclencheur automatisé ou manuel, etc. Donc c'est ça que vous allez identifier dans une deuxième partie. Tout ce qui est en fait transformé ou utilisé dans l'activité et qui va servir à produire un résultat, une valeur en fait en sortie de flux. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous allez construire le diagramme qui agrège toutes ces informations, qui va donc montrer chaque étape du flux avec ses inputs à output, la séquence, c'est-à-dire l'ordre en fait dans lequel les activités se déroulent. Il faut être précis, c'est pas des activités dans tous les sens. Si vous faites un gâteau et que vous cassez des œufs à la fin après avoir cuit le gâteau, ça marche pas. Donc il faut les cuire à un certain moment. Donc là c'est pareil, les activités elles ont un ordre et il faut les visualiser dans ce VSM. Après, il va falloir que vous identifiez les possibilités d'amélioration du processus. C'est-à-dire que vous allez récupérer des valeurs de temps et de coût pour chacune des étapes du processus. Donc j'ai donné l'exemple tout à l'heure pour la saisie de facture. Peut-être que de prendre pour un nouveau client, de collecter des informations, donc le cabis, etc. du nouveau client et de pouvoir être en mesure de saisir un nouveau compte client dans le logiciel avant de saisir la facture qu'il aura à lui envoyer par exemple, peut-être que ça prendra un certain temps, le temps de lui envoyer un email, de recevoir son cabis, etc. Donc ça c'est un temps à mettre un peu dans ce VSM. Si vous ne pouvez pas avoir des données précises, essayez de les estimer avec vos contributeurs. Pareil pour les coûts. Il faut essayer d'estimer le coût de chacune de ces étapes. Plus vous aurez en fait de détails et plus ça sera facile ensuite d'identifier les points d'amélioration de la chaîne de valeur. Ensuite, vous allez valider le VSM avec vos contributeurs et surtout avec le propriétaire du VSM que vous aurez nommé au préalable. Et ce VSM de l'état actuel, il va vous servir de point de départ pour démarrer votre proposition d'amélioration des processus. Donc, avant de faire cette proposition, vous allez analyser le VSM et ça, c'est votre troisième étape. Donc, vous allez identifier les activités qui amènent de la valeur ajoutée d'un côté. Tout ce qui amène de la valeur ajoutée, c'est bien, vous savez que vous allez les garder. Après, vous allez aussi identifier les activités sans valeur ajoutée. Alors, il y a deux types. Soit elles n'ont pas de valeur ajoutée, mais néanmoins, elles sont nécessaires parce qu'elles répondent à des contraintes externes. La réglementation XYZ vous impose de faire telle ou telle chose. Il n'y a peut-être pas de valeur ajoutée pour le client, mais vous êtes obligé de le faire. Et puis après, vous avez des activités sans valeur ajoutée, mais qui sont
inutiles et qu'on pourra donc supprimer. Quatrième étape, vous allez créer le VSM état futur. Donc là, vous allez, comme vous l'avez sans doute déjà compris, vous allez vous baser sur le VSM état actuel et les résultats des analyses précédentes sur les activités avec ou sans valeur ajoutée. Ça va vous permettre de créer votre VSM état futur et de vérifier à quoi il ressemble après avoir éliminé en fait toutes les activités et les informations sans valeur ajoutée et inutiles. Puis une fois que vous l'avez, eh bien, vous allez le faire valider par vos contributeurs et notamment et surtout par le propriétaire du VSM. Et la dernière étape, une fois que vous avez ça, eh bien, c'est de mettre en œuvre l'amélioration des processus. Donc avant de se lancer tête baissée, bien entendu, il faut identifier les ressources matérielles nécessaires à la mise en œuvre de l'amélioration des processus, c'est-à-dire quels sont les systèmes d'information à faire évoluer ou les logiciels, est-ce qu'il y a de la formation à réaliser auprès des utilisateurs, est-ce qu'il faut faire une conduite du changement, etc., etc. Donc ça, toutes les ressources nécessaires à cette mise en œuvre, elles devront être identifiées. Et puis après, ça permettra de lancer et de mettre en œuvre réellement cette amélioration des processus. Ça sera du ressort, bien entendu, de la partie métier. Ça sera les managers, ça sera le propriétaire du VSM qui va mettre en œuvre tout cela avec toutes les informations en main que vous aurez pu lui fournir. Dans un projet agile, il faut savoir que le VSM est surtout utilisé par l'équipe projet lors de cette dernière étape de mise en œuvre de l'amélioration des processus. Le reste, pour eux, c'est transparent, ils ne le voient pas. L'équipe technique, on va juste leur dire, voilà, dans le système d'information, voici la cible au niveau des processus métiers et voici comment tu dois l'utiliser pour optimiser au mieux ton logiciel. Par contre, en tant que business analyst, vous pouvez être business analyst métier et donc pas en système d'information et intervenir sur tous ces processus de VSM état actuel, état futur. Et après, vous pouvez être aussi business analyst IT, juste concentré sur la réalisation de la solution. Vous serez inclus dans l'équipe en agile, dans l'équipe de dev. Probablement. Et là, effectivement, ça sera une contrainte pour vous à prendre en compte pour imaginer les meilleurs user stories possibles pour la solution cible. Voilà, alors on va terminer sur les avantages et inconvénients du VSM en contexte agile et je vais me positionner dessus parce que ça répondra à la question posée par Nathalie. Alors, premier avantage, c'est que c'est très complet. Un VSM, c'est très très complet et c'est plus complet qu'un diagramme de processus ou d'activité. Si vous connaissez un petit peu tout ce qui est UML, BPMN, d'ailleurs regardez la vidéo que j'ai faite sur la notation BPMN, ça vous en dira plus. Sachez qu'il y a effectivement d'autres notations existantes pour modéliser les processus, mais le VSM, il a la particularité de fournir un plan d'action pour la mise en œuvre des points d'amélioration et qui permet vraiment de mettre le doigt sur les gaspillages et les goulots d'étranglement des processus qu'on ne voit pas dans les autres modélisations de processus ou d'activités. Et puis, c'est une notation, c'est pareil, il y a des carrés, des triangles, des machins, il y a une notation commune qui permet une représentation visuelle, mais dont la compréhension est vraiment partagée par les diverses parties prenantes. Tout le monde comprend ce que signifient les triangles, les rectangles, enfin, je dis n'importe quoi, c'est plutôt des losanges, des rectangles, etc. En inconvénient, alors, avec toutes les informations forcément qu'il y a à mettre dans un VSN, c'est évident que c'est moins facile à réaliser en comparaison avec les autres techniques que je vous ai mentionnées, BPMN, UML, etc. Il y a tellement d'informations, c'est vrai que ça peut être même intimidant parce qu'il y a beaucoup d'informations à capturer, à recueillir et à représenter dans un même diagramme. Donc c'est vrai que les débutants et même les moins débutants, ça peut les intimider. Il ne faut pas vous inquiéter. Il faut tranquillement aller dans la compréhension de comment ça fonctionne. Une fois que vous avez compris la photo globale que je vous ai expliquée, le reste, c'est de l'apprentissage de syntaxe. Et évidemment, avec l'expérience, c'est plus facile que quand on débute, mais il n'y a rien d'impossible non plus. Autre inconvénient, c'est la sorte de paralysie d'action que peut induire un VSM état actuel qui est trop parfait. En gros, si un VSM état actuel est complet et semble parfait en l'état, on n'arrive pas forcément à identifier les gaspillages et les goulots d'étranglement et donc on ne sait pas comment passer à un état futur avec des points d'amélioration. On n'arrive pas trop à les identifier parce que l'état actuel semble déjà
parfait. Donc, c'est un risque également. Autre inconvénient, le VSM n'est pas approprié dans les cas suivants où le processus n'est pas linéaire, c'est-à-dire non séquentiel. Il y a des cas de figure où les processus métiers ils sont plutôt en parallèle. Il y a plusieurs processus qui se font tous en parallèle. Et dans ces cas-là, c'est compliqué effectivement d'utiliser un VSM parce que c'est pas adapté. Et puis autre cas où c'est pas adapté un VSM, c'est lorsque la chaîne de valeur elle est basée sur la connaissance, dans le sens l'expérience, les compétences professionnelles. Si vous avez une activité ou un processus qui fait que les gens, les contributeurs, enfin les collaborateurs, ils produisent de la valeur juste parce qu'ils ont une expérience ou une connaissance professionnelle qui fait qu'ils transforment du plomb en or, on va dire ça comme ça, un VSM c'est pas adapté non plus. Et puis, autre cas où c'est pas adapté, je l'ai dit en préambule, c'est lorsque vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. Alors, l'amélioration continue, c'est qu'on a un processus qui existe, il a déjà été amélioré, on en est content, mais on veut juste que dans le, on va dire, le quotidien d'une entreprise, d'une organisation où tout évolue, tout est dynamique, eh bien, à chaque fois, on puisse améliorer continuellement ce schéma-là de cette chaîne de valeur dont on est satisfait. Donc dans une démarche d'amélioration continue, le VSM n'est pas approprié. Il est vraiment réservé à une volonté de redéfinition des processus, c'est-à-dire, encore une fois, je casse tout ou une partie pour reconstruire en mieux. Donc le VSM, c'est vraiment son objectif. Donc pour répondre à Nathalie, qui, je vous le rappelle, me demande si on peut utiliser un VSM dans un contexte agile, et qui précise qu'elle a essuyé, enfin elle ou quelqu'un d'autre, a essuyé des critiques défavorables en voulant l'utiliser sur un autre projet que celui sur lequel elle a découvert cette technique. Je vais lui demander à Nathalie de vérifier les choses suivantes. D'abord, est-ce que la technique du VSM a été bien réalisée en fonction de tout ce que j'ai dit aujourd'hui? D'autre part, est-ce que la chaîne de valeur du produit ou du service qui sont vraiment l'objectif de ce projet, est-ce que cette chaîne de valeur était bien linéaire et non pas basée et pas non plus basée sur la connaissance? Donc, il peut y avoir des activités en parallèle. Je ne dis pas que tout doit être linéaire, mais de manière générale, dans un processus end-to-end, si tout est en parallèle, le VSM n'est pas adapté. Donc vérifie que ton projet et ta chaîne de valeur étaient bien linéaires ou en grande partie linéaires, et que, encore une fois, ce n'était pas basé sur la connaissance, l'expérience des gens qui produisent de l'or en utilisant du plomb. Voilà. Et puis dernière chose, c'est aussi le dernier inconvénient, est-ce que c'était bien une démarche de re-engineering de processus, parce que sinon c'était pas adapté. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Nathalie, j'espère vous avoir éclairé. Je vais me tourner vers mon écran à côté pour regarder vos questions et voir ce que je peux vous répondre. Alors, bonjour à tout le monde, tous ceux qui m'ont fait un coucou. Christian, tu me dis Value Stream Mapping méthode Lean IT. Oui, je ne sais pas trop comment tu veux que je réagisse dessus, donc oui. Christian, ah oui, tu rajoutes important de faire un CIPOC pour aboutir à la VSM. Alors oui, CIPOC, c'est ça sera un autre sujet, ça serait peut-être un bon sujet de live. Ça permet de voir effectivement quelles sont les données entrantes. Donc le S pour supplier, I pour input, P pour processus, O pour output et C pour customer. En gros, qui fournit les données entrantes pour faire quel processus, et ce processus, il génère quelles données sortantes qui apportent de la valeur à quel customer, à quel client. Voilà. Donc effectivement, un CIPOC est un prérequis pour faire un VSM. Moi, j'ai un VSM, c'est vrai que beaucoup de gens disent une VSM, cartographie. Christian, il me demande combien coûte la formation. Je ne parlerai pas pendant ce live, je suis désolée, c'est pas l'objet, j'ai pas envie de faire de forcing, et j'ai tout mis dans ma page, dans mon site, donc tout est indiqué, y compris le tarif, et je l'ouvrirai bientôt et je donnerai plus d'informations là-dessus. Mais voilà, comme c'est un live qui est consacré à un sujet différent de formation, c'est pas de la vente, je préfère en parler à un autre moment et te renvoyer vers mon blog alors du coup. Et quoi d'autre? Alors Philippe, bonjour. Quel est l'intérêt, la différence du VSM par rapport à la modélisation BPMN? Je crois que voilà, et tu me dis tu es en train de répondre. Voilà, j'ai répondu.
pas d'autres questions, donc j'espère vous avoir bien éclairé. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je fais un appel aux questions pour mes lives parce que je commence à être à sec de questions pour pouvoir vous éclairer tous les jeudis. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer tous vos questionnements. Il n'y a pas de mauvaises questions, tout est intéressant. Des plus petites questions aux plus grosses questions. J'ai eu des questions deux, trois personnes en fait qui m'ont demandé de faire un live sur plutôt la situation du marché, de l'emploi, de business analyst et du salaire. Alors, je pense que je vais plutôt lancer un sondage parce que je ne suis pas recruteuse. En plus, c'est un public francophone. Face à moi, il n'y a pas que la France. Il y a enfin, franchement un nombre de pays incroyable. C'est génial. Et donc, je ne peux pas évidemment connaître toutes les situations des marchés de tout le monde. Donc je pense que je vais plutôt lancer un sondage et anonyme bien sûr et les business analysts qui voudront bien répondre en disant par exemple un petit peu sur le format de certains sites comme freelance-info.com où les gens ils disent voilà j'ai une mission de 6 mois et j'ai un taux journalier de temps ou alors je suis salarié et je gagne tant et c'est plutôt à Paris ou c'est plutôt en région. En fait avec quelques gros critères comme ça permet aux gens de savoir si leur salaire est à peu près dans la norme, s'ils sont en dessous. Et pareil pour les freelances, s'ils veulent être freelance, savoir quel taux fixer. Donc je me demande si je ne ferais pas un truc comme ça. Si ça vous intéresse, surtout vous me le dites en commentaire. Si vous voulez que je lance ce sondage pour essayer de trouver des informations liées à la rémunération, que ce soit pour le salarié ou pour le freelance. Voilà. Merci à tous pour votre participation à ce direct. N'hésitez pas encore une fois de liker, de partager. Ça permet un petit peu de faire grandir la communauté et de répandre la bonne parole sur notre beau métier qu'est la business analyse. Dans le prochain live, jeudi prochain, je réponds à la question suivante. Pourquoi utiliser des personas en business analyse? Donc voilà, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un super bon appétit pour celles et ceux qui sont comme moi à l'heure du repas. Et puis pour les autres, pour ceux qui me regardent en replay, j'espère vous avoir également éclairé. Et je vous dis à tous et à toutes à bientôt. Ciao, ciao.